Salut Agathe, Salut Ranel. d'être parmi nous. On va Merci. attendre un petit peu que les premiers viewers nous rejoignent parce que le temps que la connexion leur donne l'annonce, la notification que nous sommes en live, ils sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Ok. Ça va. Merci merci à vous tous et toutes d'être présents ce soir et à toi, bien sûr, Agathe. Merci d'être là, c'est super gentil pour cette troisième édition du coup de découverte avec la grosse pièce. C'est déjà notre troisième édition. C'est génial, on a de plus en plus de viewers. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre aussi, donc merci à vous tous et toutes. Aussi, je vais juste vous dire que vous pouvez toujours vous abonner au compte Instagram de la grosse pièce. Vous pouvez également nous rejoindre et vous abonner à notre newsletter. Comme ça, vous aurez tous les rendez-vous immanquables de la grosse pièce. Le prochain sera le 21 avril. Oui, nous sommes en avril. Le 21 avril, donc la semaine prochaine, jeudi à 21 h. Donc le 21 à 21 h, c'est un cercle de parole qui découlera avec une thématique qui découlera du coup de cette interview que je vais faire dans quelques instants avec Agathe Jano. Si vous voulez, je vous dis directement, la problématique sera est-ce que la prise de position est une responsabilité collective nécessaire dans la société? Donc si ce sujet vous intéresse, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Donc c'est parti, Agathe, on va commencer l'interview. Ouais, ok. Euh, Déjà, je te remercie encore une fois d'être présente. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un petit peu à nous, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qui tu es. Tout à fait. Bah, merci déjà pour votre invitation. Première chose, et merci aux viewers, comme on dit, d'être là, c'est cool. Alors moi, je suis assez multicasquette, donc on a résumé ça en me présentant comme comédienne, ce qui est une de mes casquettes actuelles. Voilà, je suis donc comédienne plutôt issue du théâtre. Et puis à côté de ça, bah, je fais pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec le théâtre. C'est-à-dire que je suis aussi animatrice d'une émission radio, d'une hebdomadaire sur une radio associative bretonne, une ancienne radio libre qui s'appelle, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, mais une des premières, je crois, qui s'appelle Canal B. Voilà, où je m'occupe de l'émission Bonjouir tous les dimanches à 23 h sur la sexualité. Et puis, à côté de ça, je travaille beaucoup en tant que comédienne, ce qui est la lecture à voix haute. C'est un peu une chose qui me touche, moi, personnellement, beaucoup. Euh, voilà, à la fois pour des questions de transmission et puis aussi parce que c'est peut-être un moyen à la fois de transmettre des œuvres, des écritures, mais puis aussi des points de vue, des sensibilités, une forme peut-être politique de rapport aux autres, j'en sais rien. Mais voilà. Voilà en gros qui je suis dans les très grandes lignes. Super, merci en tout cas. Je vois que tu t'es connecté pas en tant qu'Agathe Jano, mais en tant que Bonjouir. Du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton émission radiophonique, s'il te plaît? Ouais, alors Bonjouir, donc effectivement c'est le nom de cette émission qui dure 1 heure tous les dimanches. Euh, un nom qui laisse un peu sous-entendre le sujet, même si je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ouais, pendant 1 heure, on parle des questions liées à la sexualité, du plaisir. Et puis, je dirais d'une manière un peu générale, pour moi, cette émission, c'était aussi l'envie d'inviter au plaisir, quel qu'il soit, et puis sans que ce soit une injonction, mais peut-être aussi à une forme de jouissance du rapport un peu jouissif, des fois, avec le monde, essayer de ne pas toujours subir ce qui nous entoure, mais de pouvoir aussi se réapproprier les choses et d'en tirer du plaisir, sans que ce soit vraiment là-dessus, je le répète, une injonction au plaisir, et notamment au plaisir sexuel. Le sujet est bien plus compliqué que ça. Et donc Bonjour, c'est une émission qui existe depuis, c'est la troisième saison, on a fêté la centième il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, c'est assez libre dans le sens que je ne suis pas donc sexologue ni rien. Je suis une femme qui prend la parole sur des questions sexuelles et qui donne surtout beaucoup la parole aux autres sur ces sujets-là, que ce soit des professionnels, entre guillemets, ça va être des philosophes, des essayistes,
des gens qui font du porno. Enfin voilà, il y a différentes possibilités, mais aussi ce qui m'intéresse moi aussi, c'est les amateurs que nous sommes. Et quand même, on est tous un peu amateurs en matière de sexualité, mais on a tous une légitimité à en parler. On a tous des choses qui peuvent peut-être passer pour des trucs un peu de détail quand on est tout seul, mais qui en fait, entendu par d'autres, eh ben, peut donner du sens, peut accompagner d'autres gens. Enfin, je trouve que c'est l'intime et l'universel, c'est un peu toujours ces questions-là, quoi. Mhm. Et puis, Voilà, et puis dans cette émission, on a une partie qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est de lecture érotique. Ouais, je réussis à placer de la lecture un peu partout, mais c'est vrai que c'est aussi important. Bon, déjà, ça se développe énormément, bien sûr, tout ce qui est le porno audio et tout ça. Mais je trouvais qu'avoir des petites bulles comme ça, des moments de respiration, de lecture, pouvait peut-être éventuellement permettre aux gens de ressentir du plaisir, de s'en donner pendant l'émission. Et ça, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce truc-là. Et puis, je trouve que parfois, c'est assez drôle aussi par la fiction de pouvoir aborder certains sujets, certaines sexualités. Et c'est aussi une manière de faire exister et de donner de la place un peu à tout. Voilà. Tout ce qui est consenti et légal, bien sûr. c'est trop bien, trop bien. Et dis-moi, pourquoi tu as choisi de parler de la sexualité en particulier? Tu aurais pu faire une émission sur à peu près n'importe quoi, donc pourquoi ce sujet-là en particulier? Ça, c'est vrai. C'est une question que je me pose moi-même assez régulièrement. C'est une question que mes proches m'ont posée aussi, c'est sûr. Qui des fois continuent à se la poser d'ailleurs. Mais je sais pas. En fait, c'est un truc qui m'est venu un peu de façon, même totalement de façon spontanée à un moment dans un festival avec une équipe de com avec laquelle je bossais. Et l'attaché de presse m'a tout de suite mise en relation avec la radio. Enfin voilà, tu vois, c'était comme s'il fallait que cette idée émerge. Et elle a tout de suite été mise en place sans trop peut-être me laisser le temps de réfléchir complètement à est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que c'est le bon sujet? Est-ce que voilà, des fois il faut suivre un peu ses intuitions. Euh, Après, avec le recul, enfin, sur le coup, je sais que j'ai absolument aucun tabou, aucune gêne et j'ai un humour très scabreux, donc tout ça semblait aller dans le bon sens de la sexualité. Ça, c'est un peu le côté potache de l'histoire, mais après, moi, intérieurement, j'ai retiré et je continue à retirer beaucoup d'instructions, beaucoup de choses, et je trouve que quand on parle de l'intime et quand on amène les gens peut-être à parler de l'intime, eh ben, on touche à quelque chose qui est pour moi assez passionnant. C'est ouais, il y a un truc de, il y a quand même une sincérité et une très grande liberté dans cet intime qui est l'intime sexuel. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, il y a énormément de pratiques différentes. Chaque couple a ses kinky, a ses trucs, a son fonctionnement, fidélité, polyamour, abstinence, asexualité. Enfin, il y a tellement de choses dans ce sujet-là que, que c'est très libre et en fait, je trouve qu'on peut aussi être un peu créatif avec la question sexuelle et ça, je trouve ça assez sympa. D'accord. Le principe, c'est de ne pas se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement. Voilà. C'est un peu l'idée de Bonjour. Mhm. Et de par ton expérience, par quels moyens tu penses, par quels outils on peut arriver à toucher les gens comme ça? Alors là, tu vois, mon esprit un peu fourbe boit tout de suite le jeu de mots sexuel, mais je ne Je ne l'ai pas souligné, je me suis dit que tu allais le faire de toute façon. Ah, Donc, c'est grave. Bah oui, je l'ai fait. Euh, Bref, je pense qu'en fait, il n'y a rien de tel pour toucher les gens que l'honnêteté. Et ça, j'y crois. Et c'est un vrai boulot parce que pour être honnête soi-même avec soi, c'est quand même déjà pouvoir accepter des choses de soi qu'on n'a pas envie de voir. Et voilà. Et puis, dealer avec ça. Mais je crois que pour toucher les gens, en tout cas, c'est une forme de sincérité et d'honnêteté. Et, et puis, faut je dirais qu'il faut être aussi un peu savoir écouter ça. C'est-à-dire que ce qu'on va entendre, ou quand j'interviewe des gens,
je viens rien chercher de particulier. J'ai une forme d'intuition que dans cette relation, dans cette discussion, pourront émerger des choses. Mais j'attends rien formellement des gens. Et donc il y a de la spontanéité et des fois il y a des choses qui sont un peu étranges, qui sont pas forcément ce que j'avais imaginé, ou tu vois, et ça il faut accueillir ça. Et je pense que plus je suis pas forcément très claire, mais plus t'es dans cette écoute, cette qualité-là de générosité dans l'écoute et dans ce que tu peux redonner aux autres, à mon avis, t'es plutôt un peu à parler avec le cœur, voilà, Mhm. et à parler sincèrement et ça c'est aussi, ouais, je crois que c'est la règle, en acceptant aussi les failles de chacun, ouais, je dirais ça. Mhm. Je sais pas si avec Bon Jouer, enfin, c'est des fois pas toujours évident d'avoir des retours, voilà, sur une émission de radio, on sait pas toujours. Certains envoient des messages, mais bon, peut-être plus que les 4-5 personnes qui envoient des messages. Non, j'exagère, il y a peut-être plus d'auditeurs. Mais, euh, mais ouais, je sais pas trop. Des fois, tu reçois un message et tu te dis, ah bah tiens, là, voilà, j'ai touché quelqu'un. Euh, et pas forcément, effectivement, comme j'aurais pu l'imaginer. Mais ouais, je crois que si tu fais les choses avec qui tu es complètement, même en sachant pas toujours qui tu es, mais au moins en honnêteté, bon, ça se transmet, je pense. Mais tu penses peut-être que les gens aussi n'osent pas trop te faire des retours, t'envoyer un message, dire quel effet ça a fait sur eux, tu vois, enfin, Ouais, l'émission. ouais. Bah, c'est vrai que c'est, oui, je bouge un peu trop, pardon. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est possible parce que là, on est vraiment effectivement dans un rapport d'intimité avec cette émission. Et puis peut-être aussi que, euh, tu vois, il y a des choses que tu as envie de garder un peu secret dans ton jardin, dans ton intimité, et que vivre cette chose-là, ça te suffit et t'as pas forcément besoin d'en faire un retour, c'est sûr. C'est sûr, c'est possible. Mais mais c'est vrai que quand il y en a, c'est quand même assez chouette aussi de, de se dire qu'on ne fait pas les choses tout seul. Oui, normal. Oui, oui, je veux C'est bien te pas croire. mal, vraiment. Dis-moi, tu parlais de ce rapport d'honnêteté, bah là, c'est surtout avec ceux qui écoutent, les auditeurs, tout ça. Mais tu es aussi lectrice, il me semble, sur C8. Mm. C'est exact. Et je voudrais savoir, ben là, c'est vraiment autre chose, vraiment, enfin, c'est un autre moyen de communiquer également, mais comment gères-tu l'interaction avec les téléspectateurs dans ce cadre précis? Ouais. Alors là, c'est vrai que c'est un autre cadre, mais des fois, les deux peuvent se rejoindre sur une chose un peu particulière. C'est-à-dire que C8, donc, c'est cette émission Voyage au bout de la nuit qui est donc diffusée la nuit. Alors, elle est enregistrée la journée, hein, mais les émissions sont diffusées la nuit entre, c'est variable, je crois, en fonction des programmes de leur journée, mais entre, mettons, 3 heures et 6 heures du matin. Le principe, c'est qu'on est filmé, assise, voilà, installée sur un canapé, en train de lire un ouvrage, que tout livre commencé doit être terminé, évidemment, pour que les spectateurs puissent aller au bout de l'histoire. Et puis, voilà, après, on est assez libre quand même du choix des livres et tout ça. Donc, c'est aussi une façon, des fois, choisir certains ouvrages, pour moi, c'est aussi une vraie façon d'essayer d'amener des choses à des gens. Mais en tout cas, euh, cette émission, elle est un peu bizarre. Je sais qu'elle est sujette à pas mal de moqueries aussi, puisqu'il fut un temps où les filles, surtout les filles d'ailleurs, étaient en lingerie et tout ça. Heureusement, ce temps est révolu parce que bon, je trouve qu'à 43 ans, j'aurais moins ma place. Bref, et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on enregistre cette émission, on est vraiment, c'est des journées d'environ 6 heures de lecture. C'est très, euh, c'est très méditatif. On est installé sur ce canapé, il y a le réalisateur qui nous accompagne, et puis c'est tout. Et donc, on enregistre toutes nos émissions en faisant nos lancements, en faisant gaffe au timing de la lecture. Et puis en faisant, enfin voilà, il faut que tout rentre bien dans le cadre. Et quand tu vois que tu arrives au bout de ton minutage, tu t'arrêtes ta lecture, tu dis au revoir et tu réenchaînes une autre lecture. Donc il y a un petit truc un peu complètement méditatif et un peu zinzin, hein, quelque part, de se dire je lis à voix haute,
visuellement, il se passe pas grand-chose. Mais moi, en tout cas, j'essaye que c'est quand même une vraie intrusion, la télévision. Je trouve que la radio, bon, encore, tu vois, les gens peuvent imaginer qui tu es, à quoi tu ressembles, mais finalement, ça, c'est très, très, très perso. Après, chacun, tu t'écoutes la radio en faisant autre chose, t'es dans ta bagnole. Mais la télé, il y a quand même un truc où, et je pense que pour beaucoup, à ces heures-là, c'est aussi des gens qui peut-être sont seuls ou qui se lèvent très tôt ou qui se couchent très tard pour des raisons aussi professionnelles. Et donc, c'est une compagnie, j'imagine, quand ils mettent ça, c'est pas que pour entendre lire la cinquième version des contes grivois, par exemple, de Maupassant ou des Fleurs du Mal, quoi. Donc, il y a aussi l'envie d'une présence, d'une voix. Et voilà, et ça, j'y suis, en tout cas, j'essaye, moi, quand j'enregistre, d'y être assez attentive et d'essayer d'être, ouais, comment je dirais ça, bienveillante, chaleureuse, d'amener des choses positives aux gens. Et je trouve qu'avec les confinements qu'on a vécu, cette émission, pour moi, elle avait presque un, je sais pas, je trouvais ça hyper important. Et j'avais envie même presque d'aller lire chez les gens vraiment, quoi. Je me suis dit, non, mais je vais faire ça, je vais lire, je vais faire des brigades de lecture. Tout le monde fait ça. Enfin, je n'aurais rien inventé. Mais pour être une sorte de, je sais pas, je trouve que il y a une question de compagnie, mais il y a aussi une question d'amener les gens un peu ailleurs et de les faire un peu voyager avec les autrices et les auteurs. Et, euh, et puis les insomnies aussi, évidemment, oui, je vois ça et c'est vrai. Et ouais, c'est important, je trouve que c'est. Pour moi, cette émission, elle est. C'est vraiment. C'est pas juste un job. J'aime vraiment faire ça. Et j'espère réussir à retransmettre de la lecture, enfin, mon amour, au moins déjà de la lecture à voix haute, et puis de partager des fois des textes que je connais pas du tout et que j'ai jamais lus. Hein. Généralement, c'est quand même comme ça que ça se passe d'ailleurs. Donc, donc bon, des fois, c'est pas tout parfait en lecture, mais au moins c'est fait avec le cœur. Je pense que tu y arrives très bien. Pour les retours que j'ai eus déjà, oui, ça se sent dans la façon dont tu lis. Euh, Est-ce que tu penses que, justement, tu parlais de notre quotidien un petit peu et aussi de ces confinements, est-ce que tu penses que les livres aussi sont des moyens d'évasion qui ont été nécessaires au vu de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore maintenant quand même? Bah ouais, alors vraiment, je sais plus qui avait dit ça. Quand le monde va mal, heureusement, il y a les livres. Je sais plus de qui est cette citation. Mais ça, c'est vrai. Alors, ça fait toujours un peu un télo de base. C'est ça qui, tu vois, j'ai pas envie de tomber là-dedans non plus. Je suis pas une philosophe à moustache. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Mais non, mais il y a quand même pour moi un vrai truc du voyage dans les livres. Il y a aussi des moments où tu as l'impression de voir une partie de toi écrite. Ça peut être assez troublant. De comprendre mieux aussi certaines choses que tu as pu vivre, tu vois, des étapes un peu de notre vie. Des fois, tu trouves en rencontrant d'autres personnages des choses, des parcours qui sont assez similaires avec le tien, qui peuvent te toucher. Bien sûr, il y a la question de l'étranger, du voyage, enfin, éventuellement, quoi, suivant ce que tu vas choisir comme lecture. Mais il y a, ouais, je trouve qu'il y a quand même une sensibilité, un regard sur le monde qui est vraiment très important à partager. Et puis, on a besoin de ça, de voir dans cette situation et cette société qui s'individualise, à mon sens, énormément, la part du collectif, de l'autre, quelle curiosité on a envers les autres. On a besoin de se remettre un peu, je crois, de collectif. Et même si on ne va pas se confronter aux gens dans la rue, dans la vraie vie, bah, les livres, au moins, c'est une façon de le faire. Et de rester curieux et ouvert à d'autres façons d'être, de vivre. Et ça, je trouve que c'est primordial. Et puis après, il faut savoir choisir les bons livres. Et puis, il faut savoir les arrêter quand ils nous font chier. Les reprendre plus tard quand on se dit qu'on est un peu mieux luné. Enfin, voilà, que c'est un peu mieux, plus le moment. Enfin, c'est pas. C'est un objet, hein. C'est pas. On en fait, c'est nous qui décidons. Donc c'est ça qui est bien, on reste maître de la situation avec le livre. Et ça c'est cool aussi. Mais ouais, moi je trouve que c'est. Il y a des moments, et dans ma vie, dans les moments un peu des situations un peu
de, de choc, enfin ouais, de phases un peu de trouble que j'ai pu avoir. J'ai vraiment toujours eu des livres qui m'ont accompagnée à ces moments-là. Par exemple, une histoire d'amour un peu impossible. Je suis tombée dans Belle du Seigneur que j'avais jamais lu et alors là j'avais l'impression que c'était tout à fait mon histoire. Bon, pas vraiment en vrai, mais ça m'a fait du bien. C'était une manière aussi c'était un peu cathartique, tu vois. Voilà, tu te dis bon ok, je lis ça, elle vit ça. Bon, vis-le à ma place. Moi ça me fait du bien. Je vois que c'est la merde. Et du coup, ça va, je vais pas le faire moi dans la vraie vie. Il y a un truc un peu des fois comme ça. C'est ton livre préféré? Non, alors non, même si je l'ai adoré et je rêverais de le lire. Alors là, il y en a pour des nuits sur C8, mais il faut que les auteurs soient dans le domaine public. Donc ça n'est pas encore le cas. Ah non, alors moi, je l'ai mis là. Mon livre préféré qui est sur ma table de chevet, c'est celui-là, Goliarda Sapienza, l'art de la joie. Et D'accord. non, Pourquoi alors? c'est aussi un bon pavé. euh, Mais c'est cool. Et pourquoi? Parce que c'est déjà une femme qui a écrit ce livre, sans être dans un féminisme basique. C'est aussi chouette d'avoir une écriture féminine sur le parcours d'une femme que tu suis. Ça commence vraiment en 1900 dans un petit village en Sicile, une jeune fille, toute petite fille même, qui s'appelle Modesta. Et ça commence par une scène un peu trash en plus, vraiment un peu bizarre. Et donc elle vient d'un milieu assez compliqué et puis elle va finir par être orpheline. Elle va être recueillie chez des sœurs. Alors on peut se douter que les sœurs au début du XXe siècle, c'est quand même loin d'être la fête de la liberté, voilà, de l'épanouissement. Et néanmoins, à chaque étape de sa vie, elle en vivra quand même pas mal et des bien compliqués. Elle réussit à la fois cultiver cet art de la joie, quelque part. C'est-à-dire, pour moi, c'est rester aussi positif, rester savoir un peu transcender, je dirais, les épreuves qu'on peut subir. Il y a une forme de résilience dans ce livre. Et, euh, et puis bouger les lignes. Et si les lignes ne nous conviennent pas, eh bien, on s'en crée des nouvelles. Et peu importe le regard des autres. Et dans cette Italie qui devient fasciste, c'est vraiment intéressant, je trouve, cette écriture. Et là-dessus, Goliarda Sapienza a vraiment elle sait nous emmener vraiment dans cette Italie qui change. Et, et avec aussi des questions liées à la sexualité de cette jeune fille qui se découvre être lesbienne et qui l'assume et qui en même temps aime certains hommes et qui l'assume. Et c'est quand même un livre qui a été censuré au moment de sa sortie, qui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, a été d'abord publié en France et puis suite à son grand succès en France, je crois qu'en Italie, quelques années plus tard, voilà, ils ont pu faire le chemin de pouvoir aussi l'éditer là-bas, mais voilà, pour moi, c'est un petit bijou. Et puis, en plus, c'est une transmission de ma mère à moi, et l'air de rien. Il y a des petits trucs aussi dans la transmission, pour moi, c'est un truc important. Et voilà, et je trouve qu'il y a aussi des livres pour ça, ça peut être des transmissions intéressantes, la lecture. Merci de partager ça avec nous. Alors, j'espère que vous qui êtes en train de nous regarder, vous irez voir aussi un petit peu de quoi parle ce livre, ou peut-être le lire carrément. Ouais. J'espère que cela vous a donné envie. Tu me disais que ce livre a été censuré, et toi, avec les différents sujets que tu abordes au niveau de Bon Jouir, tout ça, j'aimerais te poser la question, est-ce que pour toi, tenir une posture ferme, et tu vois vraiment s'y tenir, est-ce que c'est compliqué, tu trouves? Peu importe qui on a en face, mais tu vois, essayer d'affirmer une position et la maintenir. Qu'en penses-tu? Surtout quand on est dans le domaine du public comme ça ou Ouais. artistique. Bah, alors c'est essentiel, mais des fois je trouve que pour moi, hein, alors là je parle vraiment personnellement, des fois ce qui est le plus dur c'est de trouver la posture. Parce qu'il faut l'affiner, parce que tu reçois, et on reçoit, on est tous quand même assez submergés d'informations, de regards différents sur les choses. Et là on le voit dans cette période électorale, entre voilà, ce qu'il fallait faire, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'on doit faire dimanche prochain, enfin dans 15 jours. Et tout ça, tu vois, il y a des fois, tu es un peu submergé par les informations. Donc déjà, il y a ce tri de se dire, mais attends, quelle est mon opinion de, de, euh,
quelle position j'ai, moi, à quel endroit de mon humanité ça me touche ou pas, et comment j'ai envie d'y répondre et où est-ce que je me place. Est-ce qu'on a une parole et une position à avoir sur tout? Je suis pas sûre non plus. Je pense que des fois, on n'a pas tous ouais, on n'a pas tous la bonne parole, la bonne position pour ça. Et ça, c'est bien aussi de savoir aussi ses limites et de pas donner son avis, voilà, sur tout et de façon un peu impunément. Moi, en tout cas, je trouve que dans mon émission, la prise de parole que j'ai, j'essaye vraiment qu'elle soit responsable. Je peux faire des blagues, je peux dire un peu des conneries des fois, ou avoir des sujets plus politiquement forts liés à la sexualité, mais j'essaye d'avoir toujours un peu une parole impeccable. Ça, c'est un truc aussi. Donc, pour être que cette parole soit impeccable, il faut à peu près savoir où tu la places, d'où tu parles, et donc, une fois que tu es à peu près au clair, j'ai l'impression de faire un détour, mais une fois que tu es à peu près au clair sur d'où tu parles, je crois que tu es encore mieux, plus au clair sur les positions que tu vas tenir en fait. Et je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas au moins il y a quelque chose d'un peu honnête. Je reviens à ça là-dedans. Et après, après, je trouve que les positions, enfin ça dépend encore un peu des sujets bien sûr, mais je trouve qu'il y a peut-être il y a une part de militantisme dans nos prises de parole qui est importante et qui peut être un peu vive, bouleversante et qui ne va pas forcément écouter ce que ça va générer chez les autres. L'envie, c'est de bousculer les choses et de tout faire voler en éclats. Cette parole-là, elle est importante, mais c'est pas la mienne. Je n'arrive pas à tenir ce truc-là, cette puissance-là, en fait. Moi, c'est pas du tout. Mon slogan, c'est le doute m'habite constamment. Donc, je ne peux pas, voilà, j'arrive pas à ce militantisme-là. À chaque fois, bon, je peux pas le tenir. Et c'est bien de le savoir. J'ai arrêté de me prendre la tête avec ça aussi. Et par contre, ouais, ce qui est important, euh, bah, c'est aussi de pouvoir entendre ce qui est dit et ce qui est répondu en face. Et ça ne veut pas dire le faire sien, mais en tout cas, au moins, pouvoir aussi, des fois, moi je trouve, en tout cas, je me place là, pouvoir des fois entendre les limites des autres par rapport à ce qu'on est en train de leur dire et aux positions qu'on tient. Euh, Ça ne veut pas dire être d'accord avec ses limites, mais je sais pas, je trouve que c'est. Tu vois, ça prouve bien que ma réponse, en fait, ça prouve bien que je suis pas très au clair là-dessus, parce qu'elle est un peu mi-figue, mi-raisin, mais je crois qu'il y a les choses en lesquelles on tient le plus, il faut s'y tenir vraiment. Il faut trouver le moyen de les faire entendre aux autres, ou si c'est impossible, il faut changer d'environnement, de, ouais, faut se dire que c'est pas, on n'est pas entouré forcément de gens qui sont vraiment à l'écoute, en fait, et qui sont bienveillants dans cette écoute. Donc je crois il y a ce truc-là. Euh, et puis, ouais, après, faut se foutre aussi du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est pas toujours facile. Moi, je suis assez, pour l'instant, assez épargnée, mais je sais pour en connaître plusieurs, voilà, et notamment des femmes, bien sûr, qui ont des comptes Instagram et tout ça, et qui sont quand même constamment obligées de faire face à des propos injurieux, à du slut shaming et compagnie. Et donc là, il y a évidemment des positions à tenir face à ça qui sont que d'une, c'est pas légal, deux, c'est passible, voilà, d'amende, etc. Et trois, passe ton chemin et si ça te plaît pas ce que je dis, quoi. Et ça, c'est quand même assez fou de, de voir qu'on en est là aujourd'hui, derrière les écrans des autres et les ordinateurs, de voir que les déchaînements de haine sont tellement faciles ouais, et servent tellement à rien en plus, je crois. Ouais, voilà. À part à polluer notre planète, par un peu plus de choses voilà, sur les Nous réseaux. sommes d'accord, nous sommes d'accord. Voilà. Mais oui, donc.
en tant qu'artiste, au final, à ce niveau-là, c'est presque, enfin, c'est plus que nécessaire, c'est une responsabilité, tu dirais. Ouais, ben, je crois que artiste ou pas, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est chacun responsable de notre parole et tu vois, on voit bien hein, que finalement tout le monde peut avoir une parole et la faire entendre. Donc, on est même au-delà de la question des artistes, je trouve. Mais peut-être ce qu'on peut avoir de plus quand on est artiste, c'est peut-être cette sensibilité aux autres, c'est peut-être aux autres et au monde, à ce qui nous environne. C'est peut-être un truc un peu euh, ouais, d'écorcher par rapport à des situations, à des injustices, à tout ça. Euh, que peut-être d'autres ne voient pas ou ne soulèvent pas parce que tu ne te poses pas toujours des questions dans ta vie, tu as assez de choses à gérer, tu vois, entre remplir ton frigidaire, payer ton loyer, t'occuper des gosses et travailler. T'as pas toujours envie de te poser la question du sens du monde et de où va notre monde et et qu'est-ce que voilà, quelle est cette galère. Je trouve que là-dessus, les artistes, c'est pas qu'ils aient forcément plus envie de se la poser, mais c'est un truc qui est, à mon avis, assez inné, enfin dans l'ADN de ça, quoi, cette sensibilité C'est vrai. dans le regard aux choses. Voilà. Mais, euh, mais c'est bien. Moi, ce que je trouve ce qui est d'autant mieux, c'est de pouvoir euh, avoir ce regard et cette position-là et d'aider les gens en fait à, à ouvrir les yeux sur certaines choses et voilà et de les accompagner là-dedans. Parfois avec humour, parfois avec simplement, ouais, simplement une parole, voilà, un échange, une pensée. Et ça, c'est assez cool de ne pas se sentir seul avec ce qu'on traverse. Surtout, ouais, depuis ces histoires de Covid, la guerre, enfin tout ça, quoi. Justement, est-ce que tu trouves que l'actualité t'impacte autant intimement, tu vois, personnellement que professionnellement? L'actualité, bah, enfin, les actualités, j'ai envie de dire, on est quand même dans une forme de succession de choses qui sont quand même, qui est assez terrible. Ouais, ça m'impacte bien sûr parce qu'en plus de ça, je suis mère de famille. Donc tu as aussi cette question du monde que tu transmets à tes enfants, de quel monde tu as hérité et quel est celui que tu vas leur transmettre et comment garder l'optimisme et justement cet art de la joie dont parle Goliarda Sapienza. Ben, en ce moment, il faut bien s'accrocher parce que c'est vite fait de sombrer un peu dans un truc morne. Après, je trouve que ce serait dommage, donc j'essaye de résister à ça et de lutter contre ça. Mais ça m'impacte, ouais, ça m'impacte de voir que encore en 2022, bah, il y a autant de féminicides, il y a autant de violences faites aux femmes en général, qu'il y a encore des choses à défendre qui sont quand même un peu dingues sur la liberté des femmes à jouir de leur sexualité comme elles ont envie. Ça m'impacte drôlement. Je me dis, ben quand même, on est loin du Moyen Âge et pourtant, voilà, ça fait chier. Il y a du boulot. Ouais, il y a, ouais, je trouve que l'actualité est très impactante. Il faut savoir s'en protéger et en ça, il faut lire des livres. Et pour pouvoir mieux y revenir aussi des fois, par exemple, dans C8, j'ai lu pour C8 Le monde d'hier de Stéphane Zweig. Bon, bah, c'était avant l'histoire de l'Ukraine. Mhm. Je sais plus, on a fait l'enregistrement, je crois, en novembre. Donc, c'est ce moment où Stéphane Zweig raconte la fin de la Première Guerre et l'arrivée, voilà, cette période un peu glorieuse de l'Europe. Et puis, comment est-ce que ça sombre, évidemment, vers la Seconde Guerre et tout ça, et toutes ces horreurs. Et en fait, bon, on n'était pas encore dans le conflit de l'Ukraine, mais tu sens en ce moment, et à ce moment-là déjà, que c'était quand même tout ça est très fragile et très ténu, et de relire cet auteur à un moment qui écrit un moment d'un basculement de l'Europe comme ça, tu te dis que on a aussi une responsabilité collective pour que les choses ne se répètent pas et malgré tout l'humain est terriblement stupide et tout se répète.
Donc, quel sens tu trouves toi là-dedans? Comment est-ce que tu arrives à, tu vois, à te dire, bon, on n'est pas que des êtres idiots, on est a priori normalement un peu une espèce élevée, enfin voilà, intelligente, mais on peut en douter. Je vois. Attends, je crois qu'on n'a plus de son. Est-ce que tu... Ouais, moi je ne t'entends plus. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît, si vous pouvez m'écrire en bas si vous m'entendez toujours, Ah Agathe? non, Ah, yes, je ouais, retrouve. Bon, oui, c'est bon. il y a un Merci lag beaucoup. de son. Euh, je te laisse finir, pardon, vas-y. Qu'est-ce que je disais? Oui, ben que l'empathie, effectivement, c'est une chose importante dans laquelle de laquelle peut émerger évidemment beaucoup de choses aussi pour nous aider à vivre un peu ce, ouais, cette période compliquée. Moi, je trouve que quand on est aussi impacté l'actualité, on peut se dire qu'on n'est pas les seuls à l'être peut-être et que en étant un peu plus ouvert et curieux des autres, peut-être on peut faire bloc un peu plus. Je sais pas, c'est mon côté un peu très optimiste peut-être, mais j'aimerais croire à ça, à un vrai pouvoir positif du collectif et pas simplement abétissant. Je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. En tout cas, c'était une très belle conversation, un très beau témoignage une très belle réflexion aussi que tu nous as donnée ce soir. J'ai une Merci. toute dernière question avant qu'on clôture. Du coup, Ouais. est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose? Merde, celle-là, je la pose dans mon émission et à chaque fois, ah oui, je vois l'effet que ça fait. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté Ouais, c'est vrai que c'est chelou. Euh, alors, une question? Non, j'ai pas de question. Non, je trouve qu'on a parlé de plein de trucs. J'espère que j'étais claire, surtout dans mes réponses et pas Tout à trop à fait. longue phrase de 20 kilomètres. Euh, Peut-être, non, moi, est-ce que je peux te poser une question à toi? Ah oui, d'accord, on retourne les rôles comme ça. Oui, vas-y, si tu veux, tu peux me poser une question. Tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce qui, toi, justement, pour cultiver peut-être cet art de la joie et ce côté, un peu cet optimisme dont on a besoin, qu'est-ce, qu'est-ce qui te serait utile selon toi? Quels sont mes outils? Ouais, par exemple. Ouais. Je vois Eva qui jubile derrière son téléphone, qui me met et bim, je te remercie Eva pour ton enthousiasme face à ce retournement de situation imprévu. J'adore. Quels sont mes outils? J'en ai plusieurs, notamment l'art, effectivement, vu que je suis moi-même chanteuse, musicienne et bien d'autres casquettes que j'ai. C'est vrai que la musique est quelque chose qui me maintient beaucoup. Le contact avec mes amis, des gens que j'aime, forcément également. Et mine de rien, la spiritualité aussi. C'est un énorme pan de ma vie. Un pan que aussi j'intègre à ma pratique musicale. Et tout ça me permet aussi de garder l'espoir vers un monde meilleur, vers... oui, je suis sûre qu'on sortira de ces situations qui sont peu réjouissantes pour l'instant et qu'on pourra enfin tous célébrer quelque chose de mieux. Très bien. Enfin, oui, je trouve que bon, l'humanité est quand même un beau groupe, quoi. Tant qu'à faire, le préserver et ouais, je pense que non, on a vraiment un très gros potentiel d'amour, de joie, de lumière. On se sortira de ces moments un petit peu obscurs. Mm. Donc voilà, moi, mes outils, un petit peu, enfin, j'en ai d'autres, mais voilà. J'espère que ça te convient comme réponse. C'est ta réponse, elle est parfaite. Celle-là, on me l'avait pas faite, je ne m'y attendais pas, mais merci beaucoup pour ce retournement de situation. Ah oui. Euh, Mais t'as raison, la musique, c'est tellement. Parce qu'on a beaucoup parlé de lecture, évidemment, puisque c'est quand même un peu mon cheval de bataille, si je puis dire, mais la musique. Aïe, aïe, aïe.
Hein, on a toutes et tous une petite chanson qui est carrément un petit doudou, voilà, et ça fait du bien. Ouais, Tout à fait. Tout ouais. à fait. Bon, je vois que nous sommes à 40 minutes d'interview, donc je vais devoir clôturer. Oui, Je vous remercie. Alors déjà, je te remercie à toi. Merci beaucoup, Agathe, pour cette interview qui était vraiment trop bien, trop cool. J'ai adoré. merci. Euh, Merci à vous tous qui êtes en ligne, qui êtes venus, repartis, revenus, tout ça, de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce live du coup sur Instagram dans quelques jours pour le regarder autant de fois que vous voulez ou le transmettre, le partager. Et je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver du coup le 21, donc la semaine prochaine, le 21 avril à 21 heures, avec une thématique autour de la prise de position et la responsabilité collective dans notre société. Donc, si vous voulez vous joindre à notre groupe de parole, soyez les bienvenus. Voilà. Donc, le dimanche, ouais, dimanche, ce sera un replay, effectivement. Ok. Donc, voilà. Je te remercie encore une Merci fois. à Merci à toi. vous tous. Merci beaucoup à toute l'équipe. Trop cool. Merci, c'est cool. Et très belle soirée à vous toutes et vous Oui, tous. Voilà. Merci. à bientôt. Ciao.